Rémi Bocarno, qui est auteur et co-auteur du livre, et journaliste, mais puisqu'ils connaissent le livre, moi je dirais qu'on peut commencer sans lui, il arrivera. Donc, juste un mot de la part de Roger Depas qui devait présenter Stéphane Bunard, mais il n'a pas pu être aujourd'hui ici, donc c'est à moi le plaisir. De toute manière, je connais Stéphane depuis longtemps, donc il m'en tiendra pas rigueur, j'espère néanmoins. Donc Stéphane Bunard est coach en communication et spécialiste dans le langage corporel, d'où la synergologie. Il va nous expliquer en 5 mots, dès que je lui donne le là, pour nous éclairer sur ce mot assez bizarre, mais qui peut nous aider. Et ils ont écrit ensemble un livre sur les hommes politiques, pas seulement sur leur langage corporel, mais aussi sur leurs origines, parcours, etc. J'ai vu qu'il y a même de l'astrologie à l'intérieur. On a trouvé, si je ne me trompe pas, un lien de parenté entre Ségolène Royal et DSK, c'est ça? Presque entre Hollande et Sarkozy. Non, mais j'ai vu aussi, il y a quelque chose entre Royal et DSK. Oui, mais le coupable principal vient d'arriver, c'est Jean-Louis Bocarno qui est... Ah voilà, ben on a commencé 30 secondes à l'avance. Bonjour monsieur. C'est lui qui révèle tous les photos roses de parenté. Voilà. Donc Stéphane Bunard est co-auteur. Moi je voulais lui demander, alors en 5 minutes si c'est possible, de nous expliquer qu'est-ce que c'est la synergologie. Puis on passera à une amusante, je pense, analyse des tics et des tocs et des mouvements qui peuvent nous expliquer plus de choses que celui que les candidats. On a décidé de prendre un exemple, les 5 candidats. On peut peut-être en prendre quelques autres si on a le temps, pour voir leur attitude quand ils nous parlent. Parfois les gestes parlent plus que les mots, n'est-ce pas? Voilà, merci d'abord, merci Elisa, merci à tous pour votre présence. En 5 mots, j'ai envie de dire, d'abord en 3 syllabes, qu'est-ce que c'est que la synergologie? C'est sous nervos logos, c'est l'étude du corps en mouvement. En fait, c'est une discipline qui a été travaillée par Philippe Turchet, qui est un chercheur en sciences humaines et qui est parti au Québec. En fait, il était doctorant en sciences politiques avec Luc Ferry, et la petite histoire, c'est que Luc Ferry lui a dit: si tu veux travailler ce sujet, reste pas en France, on va te prendre pour un rigolo, pars plutôt aux États-Unis. Puis il a trouvé que le Québec était un bon compromis. Et de fait, depuis 15 ans, la synergologie est utilisée au Québec par les polices, par les douanes, et puis par les professions de santé. Il y a une filière pédiatre, tout simplement parce que, par exemple, un pédiatre qui se formait à la synergologie s'est rendu compte qu'un gamin qui était battu, eh bien, ça se voyait visiblement, mais il a compris assez vite par ce qu'il pouvait lire dans les interactions avec le questionnement sur le corps du gamin qu'il avait été battu par ses parents. Voilà. Donc il y a eu un diagnostic peu rapide et du coup il y a une filière pédiatre là-bas. Alors nous on se fonde sur les avancées en neurosciences. Par exemple, il y a un type qui a eu Sperry, un prix Nobel fin des années 80 qui s'appelle Sperry, et américain, sur la logique hémisphérique. La logique hémisphérique, c'est, vous savez, maintenant c'est très popularisé et validé d'ailleurs par les travaux avec l'IRM. Le cerveau droit contrôle la partie gauche du corps et inversement. Le cerveau droit, c'est plutôt l'affect, c'est plutôt le lien. Le cerveau gauche, c'est plutôt le cerveau qui analyse, qui décortique, qui essaye de comprendre. Et de fait, la synergologie a posé des hypothèses sur le fait que tout ce qui se passe à gauche du corps n'a pas la même signification que ce qui se passe à la droite, sur la droite du corps. Donc une démangeaison, un mouvement de main gauche, etc., un clignement de paupières un peu intempestif n'aura pas la même signification sur la partie gauche du corps et sur la partie droite du corps. Voilà. Donc on en tire un certain nombre d'enseignements. On s'intéresse aussi à des travaux qui sont faits. Par exemple, on voit sur les techniques infrarouges que les gens qui veulent prendre la parole, leurs doigts rougissent, tout simplement parce qu'il y a une vascularisation amplifiée. Et donc nous on a posé des hypothèses, par exemple le fait que l'on sait que c'est ce doigt-là, c'est celui qui est en jeu dans la prise de parole. Les pédiatres le disent, c'est le premier doigt qui se dissocie chez l'enfant. Quand l'enfant montre et dit Louisa, ça veut dire que la bouteille s'appelle Louisa, ça veut dire que Louisa donne-moi la bouteille. Les pédiatres savent dire ça. Donc nous
on en déduit par rapport au micro-démangeaison, quelqu'un qui se gratte ici, c'est quelqu'un qui a un problème par rapport à la prise de parole. Quelqu'un qui va faire ça, c'est quelqu'un qui a envie de parler mais qui se retient, etc. etc. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on a fait en synergologie? On a fait quelque chose qui n'a pas de précédent, c'est-à-dire qu'on a cartographié l'ensemble du corps, et en fait on a recensé à peu près 3000 items, 3000 signes, et des signes aussi variés que ceux que j'ai évoqués, un clignement de paupières, des lèvres qui rentrent qui signifient un non-dit, donc des micro-expressions, des micro-mouvements, hein, si je fais ça, ça vous fait sûrement penser à quelqu'un, des positionnements de mains, hein, on verra par exemple chez Hollande, il y a beaucoup ça, parce que ça veut dire, enfin, des configurations de mains, la hauteur des mains, etc. etc. Donc, et puis les micro-démangeaisons aussi, beaucoup, qui ont été mises en évidence par la synergologie. Et qu'est-ce qui nous permet de dire que, par exemple, derrière cette épaule droite de Sarkozy qui se lève, eh bien, en fait, c'est quelque chose de très positif, il y a une volonté de performance, hein, ça ne veut pas dire qu'il sera performant, il dit je vais m'attaquer au problème du chômage, donc ça ne veut pas dire qu'il va y arriver, mais il y a une volonté de le faire. Hein. Donc c'est une volonté de performance, c'est positif. C'est quelqu'un qui ne refoule pas les messages méconscients qu'envoie son corps. Et d'ailleurs, quand ça va se passer à gauche, par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure sur la logique hémisphérique, et bien il y a quelque chose qui est de l'ordre plus de l'intime, et on va voir, comme par hasard, davantage d'épaule gauche le jour où il va déclarer sa candidature. Alors d'habitude, il est dans une performance. Donc c'est que derrière cet item, eh bien, on a des centaines et parfois des milliers de vidéos qui viennent valider l'item. Et alors, moi je ne suis pas du tout scientifique à la base, mais pour les plus scientifiques d'entre vous, ce sont sur les travaux de Karl Popper, autrichien, sur la réfutabilité, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait au moins 80% de ce qu'on a en vidéo dans notre stock qui viennent valider l'item, qui viennent pour valider l'item. Si on tombe entre 80%, l'item n'est pas validé. Par exemple, tous les mouvements qu'il y a autour de la bouche sont très fortement validés, notamment dans le non-dit. Voilà, alors nous on a une approche qui est très analytique, qui n'est pas du tout comportementaliste. Ça veut dire quoi? Les comportementalistes, c'est ceux qui vont dire que je vais modifier mes mouvements, mon langage corporel pour influencer la relation et pour influencer l'autre. Nous on n'est pas du tout comme ça. On n'est pas dans l'aspect manipulatoire, on va analyser, on va plutôt dire que nous, en fonction de ce qu'on va voir, on va parvenir à mieux ajuster sa communication, peut-être, par exemple je pense à un journaliste, peut-être poser des questions qu'on n'aurait pas posées, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose de particulier. Si je suis en recrutement, peut-être même aider le candidat qui peut-être par pudeur ne veut pas parler d'un sujet, puis on va voir ça, puis on va se dire, voilà. Donc on n'est pas là pour traquer le méchant menteur. Le langage du corps, il ne trahit pas, il traduit des choses qui se passent à l'intérieur et qui sont parfois pas toujours conscientisées. Alors c'est vrai que la synergologie elle arrive en France depuis, juste encore de mots, depuis 5 ans, après 15 ans d'expérimentation, si j'ose dire, à grande échelle. On aime bien expérimenter en synergologie, puisque comme vous l'avez compris, chaque item est validé, fait l'objet d'une validation à grande échelle, avec des vidéos pour chaque item, chacun des 3000 items validés. Et c'est vrai qu'en France, ça a été largement porté par notamment le succès de la série Lie to Me. Je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous connaissent, qui sont des travaux sérieux, des travaux de Politman, mais qui sont centrés dans le cadre d'émotions primaires sur le visage et sur des micro-expressions. Donc, intéressant par exemple de voir Paul Lépin dans Catherine, Sarkozy dans Karachi, DSK dans son affaire arrondissement, mais on n'est pas toute la journée traversé par des émotions primaires, vous voyez. Donc on n'est pas toujours obligé de lire la peur, la colère, la surprise, le dégoût, etc. etc. Donc il faut bien les cartographier, d'autres micro-expressions, et c'est ce que la synergologie a fait. Tout ça dans l'idée de voir pour mieux interagir dans la relation. Trop abstrait, mais en tout cas, on va entrer petit à petit dans le concret. Absolument. Et donc, ce que je n'ai bien compris au début, c'est que c'est utilisé aussi par la police dans certains milieux, pas seulement pour détecter ou aider, même les politiciens. Je suppose que vous aidez les hommes politiques parfois, ou qui ne le sont pas encore mais qui veulent le devenir, ou des managers d'entreprise, etc., à gérer leur propre mouvement. Mais c'est aussi utilisé pour détecter des problèmes. Alors, je me posais une question qui paraît bête. Tu parlais d'hémisphère gauche et droite, les gauchers.
Les façons de question, je l'ai souvent, les lobes sont pas, enfin les lobes, on n'a pas pris un lobe pour le mettre à la place de l'autre, donc les lobes ne sont pas inversés chez les gauchers. Alors, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Bon, un bon exemple, c'est... Je suis un exemple. Hein. Oui, d'accord, c'est vrai, exact. C'est le coup que j'avais eu. Comme quoi le langage de corps, c'est aussi des choses simples. Par exemple, Jospin, c'est un cerveau droit dominant. Et donc, ce cerveau droit dominant, quand il va se comporter de la main gauche avec une gestuelle de droitier, c'est-à-dire que la gestuelle de gaucher, enfin la gestuelle douce qui est animée par le cerveau droit, par exemple, je vais parler de choses que j'aime, de gens que j'aime bien, je vais être sur la main gauche. On verra tout à l'heure une vidéo, peut-être avec Sarkozy. Quand je suis plus sur l'élaboration du discours, l'argumentation, souvent chez Hollande, il y a une omniprésence de la main droite. Bon. Chez le gaucher, quand il est en stress, chez le gaucher cerveau droit dominant, il y a une inversion, c'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui sont en stress, qui vont être sur la main gauche pour parler, pour argumenter, ou avoir des gestes comme ça assez martelants, typiques d'une main droite. Donc c'était par exemple Donc c'est détectable. Oui, enfin, pas le but de la manœuvre, c'est pas de voir si les gens sont gauchers ou droitiers. Je veux dire, mais pour vous, c'est facile. Oui, on peut, certains types de gauchers, on peut. Moi, ce que je te propose, c'est de faire peut-être des exemples. Oui, mais je voulais répondre à ce que tu disais, parce qu'il y avait plusieurs remarques. Oui, c'est vrai, je travaille avec des politiques ou des dirigeants, mais le but, c'est pas de les aider à travailler leur mouvement. En fait, c'est un leurre de croire que le langage corporel se travaille, et j'espère que je vais vous le démontrer dans les minutes qui suivent. En revanche, c'est intéressant pour un politique, par exemple, d'analyser la façon dont il est perçu. C'est-à-dire que, voilà comment vous êtes perçu par l'opinion publique. Et quand vous préparez les choses, etc., par exemple, je pense au débat du deuxième tour, et ils font sûrement des répétitions, etc., il y a une chose à laquelle ils ne se préparent pas, parce que les gens sont normaux, les entourages ne sont pas compétents, même si quelques-uns des entourages me connaissent la synergologie, mais c'est analyser comment je suis perçu. Derrière ce que je dis, il peut y avoir un décalage. Tout est sous contrôle, et puis on va avoir un rectus, là, arrière, qui nous montre que pratiquement rien n'est. Mais on ne peut pas dire à quelqu'un, il ne faut pas faire ça. Déjà, il faut le voir, le compétent pour voir la chose, et puis après, on ne peut pas dire qu'il ne faut pas faire ça. Mais ça va être le marqueur de quelque chose qui va nous renvoyer à la façon dont la personne intègre mentalement ou émotionnellement le propos qu'elle tient. Et donc, c'est en soi un outil de coaching. Donc ça, c'est important. On n'est pas comportementaliste. C'est pas en faisant des grands gestes, etc., en martelant les choses, on aura l'occasion d'en parler, en singeant quelqu'un, on va être davantage impactant. C'est une croyance, une représentation des communicants qui ne sont pas mauvais communicants, mais qui ne connaissent pas la puissance de l'outil, enfin d'un outil qui existe. Et puis l'autre aspect, c'est intéressant de décoder l'autre. C'est le cœur de la scénarologie, c'est-à-dire dans un débat politique, dans un débat de deuxième tour par exemple, c'est voir comment l'autre montre des choses, des incohérences, ou voir l'impact de ma propre communication. Je pense à Ségolène Royal, si elle avait lu la scénarologie, elle aurait vu que Sarkozy était bien plus mal en point qu'il ne le montrait encore. D'accord. Alors, justement, à propos de Ségolène Royal, qui n'est plus candidate, mais Sarkozy, qu'est-ce qu'on fait? Tu peux nous présenter les 5, au moins 5 cas, oui, on fait une pyramide inversée, on commence par Bayrou. Voilà, c'est très intéressant. Oui, c'est des sondages ont tendance à inverser même les pyramides. Oui. Exact. Bon, alors ce que je vais faire, c'est que je vais dresser quelques traits, et puis je montrerai 2-3 images. Ce qui est vraiment intéressant chez Bayrou, c'est parce qu'on dit souvent il est un peu inexpressif, etc. En fait, il y a deux choses qui sont perturbantes, parasitantes. C'est qu'en fait, il y a une absence relative de clignement de paupières. Normalement, on cligne à peu près tous soit des paupières. On cligne des paupières quand on enregistre des informations. Alors, il y a l'aspect neuromoteur. Par exemple, hop, je me tourne vers toi, ou je vais voir quelque chose, donc il y a un clignement. C'est le cerveau qui change d'ambiance, en gros. Et puis, il y a le côté psycho-affectif. On voit des menteurs, par exemple, qui n'ont pas préparé leur mensonge et qui vont enregistrer des informations, ils sont en train de fabriquer leur mensonge dans toute ligne des yeux, ou le menteur qui a préparé son mensonge, qui se coupe du monde pour aller chercher son mensonge, mais qui, par stress, va ensuite cligner des yeux, etc. Donc ça nous dit aussi qu'il n'y a pas qu'une façon de mentir, c'est ce qui rend la tâche des policiers, etc., compliquée. Nous, on n'est pas obnubilés par le mensonge, simplement c'est vrai qu'en scénarologie, quand Turchet a commencé, les policiers ils ont dit, bon ben moi dans le mensonge, c'est noir ou c'est blanc. Donc si déjà vous êtes bon là-dessus, il nous montré une vingtaine de vidéos où il a fait un bon score, ça valide l'ensemble de la démarche. Donc Bayrou il s'illustre par cette absence de clignement de paupières,
très marqué, et puis par très peu de haussement de sourcils. Or, le haussement de sourcils est important. On dit que les sourcils, c'est les bras du visage. En fait, avec le haussement de sourcils, bon là je fais un peu exprès évidemment, mais j'attire l'attention sur quelque chose qui est important dans mon discours. Si rien ne bouge, ça veut dire que rien ne compte dans mon discours. Et je vous renvoie à l'image que vous avez peut-être de Copé dans votre bibliothèque mentale, qui lui hausse souvent les sourcils, hein, mais peut-être que tout ce qu'il dit a de l'importance. Bon. Ça prend même un langage corporel extraverti. Bon. Donc il y a ces deux choses-là que je vais vous montrer. Je ne vais pas vous montrer l'intégralité des 2 minutes 30 de vœux de Bayrou en 2012, mais regardez-le sur Internet, hein, il y a 3 clignements de paupières, dont 2 qui sont liés à un stress parce qu'il savonne, à un moment donné, il n'arrive pas à trouver le bon mot, et puis il doit y avoir 2 haussements de sourcils. Hein, évidemment, c'est pas assez. Donc la perception qu'on a, la perception de quelqu'un de figé, qui est inexpressif, alors c'est sûrement injuste, et ça c'est lié à l'hyper-contrôle, très certainement, de l'ancien Bègue. Vous savez que Bayrou était Bègue, il a beaucoup travaillé et bien travaillé là-dessus, mais sans doute il y a encore des logiques cérébrales d'hyper-contrôle latentes. Donc ça c'est un premier point, c'est cette inexpressivité apparente. Et puis il y a quand même quelque chose qui revient souvent chez lui, c'est ce qu'on appelle les mains en bourse, qu'on retrouve d'ailleurs aussi chez Martine Aubry. Donc les gestes sont assez élevés, ça renseigne sur le degré d'association, le projet émotionnellement au discours. Et les mains en bourse, c'est un peu comme l'italien, hein. C'est je suis associé aux propos que je tiens. Hein. Les doigts sont rassemblés, les poignets sont ascendants, donc on n'aura jamais des gens qui disent ça c'est important. Ça c'est important, vous voyez, il y a une logique dans la gestuelle. Voilà. Donc ça on va le retrouver souvent chez lui. Après, l'intérêt de la synergologie, on va le comprendre avec Hollande, c'est pas de dresser un portrait gestuel. Dans le portrait gestuel, il y a des choses qu'on observe chez les uns et les autres, qu'on pourrait observer chez tout le monde, mais il se trouve que par exemple Sarkozy fait plus de mouvements d'épaule que les autres. Il se trouve que Bayrou fait plus souvent cette main en bourse que les autres, etc., etc. Alors si vous voulez, je peux vous montrer 3 images qui illustrent. Hein. Alors, comme c'est pas dans l'ordre, voilà, les mains en bourse de Bayrou. L'enjeu, c'est emploi et richesse pour le pays. Actuellement, nous avons chômage et appauvrissement. Par exemple, quand il y a un enjeu, paradoxalement, là on va le voir avec les sourcils et les paupières, parce que justement, il est sur quelque chose, il y a un engagement émotionnel. Et d'ailleurs, s'il y avait une recommandation à faire à Bayrou, c'est soyez davantage sur des choses où votre tripes parle. Parce que quand vous êtes dans l'élaboration de l'argumentaire, etc., ça vous coupe et ça vous met en situation d'hyper-contrôle. Cet appauvrissement du pays retentit naturellement sur l'appauvrissement de toutes les familles. Ce qui est en jeu, c'est le modèle républicain. Sinon, là... À dire vrai, j'avais prévu des vœux traditionnels, commençant par un bilan de l'année écoulée, et puis poursuivant par des perspectives pour l'année qui vient. Mais lorsque j'ai voulu faire le bilan de l'année écoulée, les chiffres ou les réalités étaient tellement désastreuses. Le chômage, le pouvoir d'achat, le déficit, la dette, les difficultés de chacun, qui m'a semblé que c'était trop sombre et trop noir, et je propose qu'on zappe cette première partie et qu'on aille directement à la deuxième, c'est-à-dire des vœux réalistes pour l'année qui vient. C'est vrai qu'il ne bat pas les paupières, moi j'ai pas réussi. Voilà, bon, déjà là, je monte parce que évidemment, j'allais dire faut me croire sur parole, mais j'ai pas réussi à tenir le temps. Non, voilà, on peut pas, on a plus clignement, on a un peu de 1 toutes les 5 secondes à peu près, donc c'est pas. Donc là c'est caractéristique et ça conduit à cette inexpressivité, cette perception d'inexpressivité. Alors après, est-ce que ça joue dans l'élection ou pas, j'en sais rien, mais c'est sûr qu'il y a peut-être une proportion de gens qui de manière subconsciente se dit que ce type-là est flippant, ou que, vous voyez, ou qu'il ne lui fait pas confiance. Encore une fois, on n'est pas la porte de la politique, mais sûrement pas à juste titre. Mais c'est comme ça, on n'est pas égaux dans la prise de parole. Il y a quand même une perception inconsciente. Ah ben oui, on est dans des codes, on ne va pas dire inconscients parce qu'on n'est pas chez Freud, mais dans des codes subconscients, mi-conscients, et chacun a la capacité, plus ou moins grande, en fonction de son quotient empathique, à décoder. Donc ça c'est une autre histoire, c'est l'histoire des mécanismes d'empathie et le rôle des neurones miroirs, parce qu'aujourd'hui il y a un assez grand consensus de la communauté scientifique sur le fait qu'il y a une explication scientifique de l'empathie. D'accord. Alors, si on veut prendre un autre exemple contraire totalement à Bayrou, par exemple, je ne sais pas, je vois Mélenchon, mais je balance comme ça. Oui. Alors Mélenchon, oui, c'est intéressant. Ce qui est intéressant avec Mélenchon, c'est regarder sa bouche. En fait, sur la bouche de Mélenchon, on va voir ça.
chose. Bon, c'est une photo, hein, c'est un arrêt sur image, je n'aime pas bien commenter les arrêts sur image, mais il y a souvent, vous allez voir chez lui, cette bouche gauche là qui descend. Et donc, en fait, le visage, la partie gauche du visage, c'est l'intériorité, c'est le visage intime, c'est le visage personnel. Cette histoire de la bouche qui part ici, moi je l'ai retrouvée chez Ségolène Royal dans le premier débat, c'est la bouche, ça part vers de l'amertume, et je pense que déjà il y croyait plus beaucoup. Et le visage droit, c'est le visage social. D'ailleurs, dans un bouquin qui est le bouquin de Philippe Tourchel sur la synergologie, il y a quelque chose de très marquant, c'est quelque chose d'image que je n'ai pas là parce que vraiment c'est flippant, vous allez comprendre pourquoi. C'est une famille aux États-Unis qui a assassiné ses enfants, et quand on la voit, elle pleure, alors on se dit ben, c'est le regret, la culpabilité, l'après-coup, etc. Quand on sépare le visage en deux, le visage droit pleure, mais le visage gauche esquisse un sourire. Et ça c'est assez horrible, et ça nous montre bien que le visage gauche, c'est ce que je garde pour moi, mais qui forcément est mi-conscient et une réalité qui surgit, là, qui tend à s'exprimer. Donc il y a de l'amertume chez ce garçon, qui sûrement les engagements qu'il a, mais après moi je ne suis pas psy, donc je ne peux pas faire des interprétations. Hein, donc l'idée ce serait de savoir pourquoi. Mais si je dis oui, c'est un gars qui est revanchard, machin, etc., là j'entre dans de l'induction. On n'est pas là pour ça, mais on lit de l'amertume. Et puis alors à droite, bon là on ne voit pas grand-chose, mais quand il s'exprime, il y a souvent la lèvre supérieure qui remonte, du reste c'est quelque chose qu'on trouve chez Nathalie Arthaud, et c'est ce qu'on appelle la lèvre de chien, en fait. Hein. Donc ça nous dit des choses sur le mépris qu'il a, mais pas de façon générale. Hein. C'est-à-dire que ça va se voir en particulier, parfois sur certains sujets. Donc il y a une lecture chez Mélenchon autour de la bouche qui est intéressante. Après là, on peut, mais bon, ça ferait un lien avec la morphopsychologie, mais ici on voit les deux rides. Là il y a la ride de l'anxieux à droite qui est provoquée par le cerveau gauche, qui cherche à prévoir, et la ride de l'émotif à gauche qui est provoquée par le cerveau de l'affect. Donc c'est à la fois un anxieux et un émotif.